Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Géopresse, votre émission consacrée à l'actualité politique, économique et sociale du pays et des autres nations du monde aujourd'hui. Donc dans ces nouveaux numéros, nous allons nous intéresser sur plusieurs sujets qui défraient la chronique, comme vous le savez. La date pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale est fixée pour les 18 mai prochains. C'est après plusieurs tensions et de pression des députés nationaux pour avoir un nouveau bureau définitif. Et puis nous allons nous attarder sur la polémique qui y a autour du dossier des lampadaires et des forages. Le ministre Nicolas Kazadi est la cible de plusieurs tirs. On va s'attarder sur ces dossiers, disons, pour savoir si Nicolas Kazadi, c'est un ange ou un démon. Et on va boucler avec le dossier du retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ça fait déjà 3 ans depuis que le président de la République avait décrété l'état de siège dans la province d'Elituri et du Nord Kivu. C'est 10 mai. Cette mesure vient de totaliser 3 ans. Alors, pour parler de tous ces sujets, je ne suis pas seul. Je reçois des journalistes de Géopolis Forum qui ont l'habitude d'intervenir, d'analyser, de décrypter ces différentes questions d'actualité. J'ai à ma droite, donc à votre gauche, Fiston Oleko, journaliste au groupe de presse Géopolis Forum. Bonsoir Fiston. Bonsoir Djou Moulamba et bonsoir à tous nos téléspectateurs. À ma gauche, c'est donc à votre droite, c'est Dieudonné Bonali que vous avez l'habitude de voir, journaliste économique à Géopolis Forum. Bonjour Dieudonné. Bonjour Djou Moulamba, merci pour l'invitation. Bonjour à mon co-débatteur Fiston Oleko. Bonjour. D'accord, merci. C'est parti pour 45 minutes d'analyse et de décryptage de différents sujets. On va commencer avec l'Assemblée nationale, comme vous le savez, 4 mois d'attente pour avoir la date précise pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Les dates déjà sont fixées pour les dépôts de candidatures. Fiston Oleko, 4 mois après, maintenant une date est fixée. Une bonne nouvelle pour les Congolais. Bon, je ne peux pas dire une bonne nouvelle, je vais dire que c'est une bonne, mauvaise nouvelle à la fois. Parce que, vous savez, nous sommes la République démocratique du Congo. Il ne faut pas oublier que nous sommes un pays à multiples défis, un pays qui a beaucoup de priorités. Et fort malheureusement, nous remarquons que la classe politique congolaise est campée sur sa position. Il ne change pas, ce n'est que les années qui changent, ce n'est que les personnes qui changent. Mais l'ADN de l'homme politique congolais ne change pas. Je vais essayer un peu de m'étaler là-dessus. Nous sommes en janvier où la CENI proclame les élections, les résultats provisoires des élections des députés nationaux, législatifs, nationaux et provinciaux, bien évidemment. Et dans l'entretemps, il a fallu qu'il y ait une session extraordinaire inaugurale pour 4 émissions, notamment investir les bureaux provisoires, valider les pouvoirs, adopter un règlement intérieur, mais aussi élire et installer les bureaux définitifs. Et toutes ces 3 tâches ont été exécutées à mot d'urgence, on va dire comme ça. Il reste la dernière. Il reste la dernière phase, c'est l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. C'est ce qui cloche. Et quand on creuse, on gratte un tout petit peu, on comprend que ce sont des guerres fratricides, on va dire. Parce que rien n'explique le retard. L'Assemblée nationale, c'est une Assemblée nationale qui est majoritairement d'une famille. On sait, c'est l'Union sacrée de la nation. Depuis d'ailleurs que la CENI avait proclamé ses résultats provisoires. Et ces résultats ont été, on va dire, même à 88% confirmés par la Cour constitutionnelle. Donc, pratiquement rien ne freinait le fait qu'il y ait aujourd'hui l'installation et l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Les bureaux auraient déjà été installés depuis. C'est une question, je vais dire, de quelques jours, même pas une semaine.
c'est une question de choix, c'est une question de voir aussi l'intérêt général que l'intérêt partisan, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on va dire que l'Assemblée nationale est déjà divisée, parce que nous avons d'un côté la majorité et de l'autre côté l'opposition. Mais dans la majorité elle-même aussi est tellement clivante que ça bloque la machine. On ne va pas se le cacher ici. Mais à propos du blocage, d'après certaines langues, nous avions appris que c'était les présidents qui ne donnaient pas, qui ne désignaient pas ou qui ne donnaient pas sa voix. Mais aujourd'hui, on parle de Mbosso. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est justement ça le grand problème. Parce que le chef de l'État étant devant, on va dire, lui, il est comme le père au sein de la majorité parlementaire, et étant devant un dilemme où il y a beaucoup d'enfants qui veulent les gâteaux, on va dire comme ça, c'est les mots employés et les mots indiqués, parce que quand on voit dans les comportements de nos acteurs politiques, on considère l'État congolais comme un gâteau. Et quand ils voient que beaucoup d'enfants... Ils ne seront pas d'accord avec vous. Justement, mais c'est les mots qu'on va employer. Parce que rien n'explique, j'insiste là-dessus, ce retard que nous constatons aujourd'hui. Donc, le chef de l'État a compris qu'il y avait beaucoup de membres de l'Union sacrée, notamment du Présidium. On ne va pas se les cacher. Il y avait Mbosso, qui était le président de la législature passée, du bureau définitif de l'Assemblée nationale, Bahati Lukwebo, qui était le président du bureau définitif du Sénat, et Vital Kamerhe. Et Vital Kamerhe s'est dit qu'il est le choix du chef. Il a même réitéré cela lors après les primaires qui a eu lieu. Le blocage aujourd'hui... Le président l'a appelé même président. Le blocage aujourd'hui, il est clairement établi que c'est le président du bureau provisoire qui, on va dire, bloquerait, selon plusieurs députés qui ont même signé la coalition. Mais la vraie cause, comme je l'ai dit ici, c'est la guerre fratricide qui s'installe au sein de la majorité parlementaire, parce qu'il y a des camps, et les uns qui seront pour Vital Kamerhe, et ils ont exprimé leur choix lors des primaires, et les autres sont autour, bien évidemment, de Christophe Mbosso et les autres caciques, bien évidemment, de la majorité au pouvoir. Et ça fait que cette forme de guerre bloque la machine jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est à déplorer, c'est que ce sont des personnalités politiques qui n'ont pas à leur première fois à accéder à de telles fonctions. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'on n'a pas encore fini avec la répartition des postes, non seulement au sein de l'Assemblée nationale, mais aussi dans d'autres portefeuilles. Il y a le gouvernement, il y a les entreprises publiques et les établissements publics. Qui vous dit que pour travailler pour la RDC, il faut le faire que à l'Assemblée nationale? C'est ça, cette tolérance au sein de la majorité qui tue. C'est ça, cet esprit de haute toi que je me mette, ou d'esprit de sans moi, personne ne peut faire autant, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Nous avons Mbosso qui s'est dit le loyal du chef de l'État. Nous avons Vital Kamerhe qui dit que moi, j'ai un accord avec le chef de l'État depuis 2018. Nous avons Pepe Mbosso, Bahati Lukwebo qui revendique aussi ces nombres importants de députés nationaux. Donc, ça fait que nous sommes dans ce blocage. La machine Union sacrée est tellement lourde par des gens qui sont plus forts même que les institutions. Et aujourd'hui, nous voyons ce que nous voyons. Et c'est malheureux de voir que ce sont les intérêts particuliers qui priment au lieu que ça soit l'intérêt général. Dieudonné Boinali, vous allez aussi dire comme Fiston Oleko que ce sont les intérêts personnels qui ont primé sur l'intérêt national. Le bureau définitif de l'Assemblée nationale devrait être installé il y a bien longtemps, mais 4 mois après. Et d'ailleurs, on va voir Vital Kamerhe, c'est le candidat de l'Union sacrée, face à qui? Bon, Fiston Oleko l'a dit, les intérêts privés, les ventres priment, c'est l'intérêt général. C'est l'intérêt de la population. Mais contrairement à ce que a dit Oleko, sans appeler les chats par son nom, moi je vais appeler les chats par son nom. Mais permettez-moi d'abord de glisser un mot. J'avais suivi un jour un ancien président des États-Unis d'Amérique. Comment il s'appelait encore? Celui qui avait
qui est d'origine Kenya, Barack Obama. Voilà, Barack Obama disait un jour au Ghana que l'Afrique a besoin des institutions fortes et non des hommes forts. Au regard du tableau peint par mon confrère Christian Fiston Leko, vous allez constater que nous sommes en présence des hommes forts au lieu d'avoir des institutions fortes. J'ai dit tout à l'heure, je vais citer les noms. La personne qui bloque l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, il ne faut pas avoir peur de citer son nom. On ne l'insulte pas. On ne jette pas de l'opprobre sur lui. C'est l'honorable président du bureau provisoire, Christophe Mbosso. Moi, je pense, à son âge, on avait vu Gizenga se retirer de la vie politique et faire partie de la réserve politique de la nation, parce que nous avons maintenant la réserve de l'armée, la réserve militaire. Antoine Gizenga avait demandé, avec élégance politique, au président de l'époque, Joseph Kabila Kabange, de se retirer pour des raisons qui lui étaient propres, dont des raisons liées à sa santé. Il avait même proposé son dauphin. Il peut avoir des raisons qui sont ignorées, qui ne sont pas avouées. Il s'est fait même construire une maison à Bouma, à l'est de Kinshasa. Il s'est retiré de la vie politique. Moi, je pense certains politiciens congolais qui ont plus de 80 ans, moi, je pense ils doivent se retirer de la vie politique, laisser le pouvoir, mais il gère comment? Il est critiqué par son challenger de la prochaine présidentielle américaine, qui ne gère pas bien les dossiers israélo-palestiniens. Il a commencé même à changer de discours pour faire un clin d'œil des électeurs qui risquent de basculer du côté de Donald Trump. Moi, je l'ai dit et je l'ai redit, la personne qui bloque l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, c'est l'actuel président du bureau provisoire, c'est Christophe Mbosso. Parce que moi, je ne trouve pas d'autres raisons. Vous allez dire qu'il manque des papiers pour organiser les élections. Il y en a. Il manque l'argent. Il y en a. Il manque le cadre. Mais le palais du peuple est là. Ce n'est même pas en réhabilitation. Vous allez dire que nous manquons le temps. Les députés ne sont pas en vacances parlementaires. Ils sont là. Nous vivons avec eux à Kinshasa. Et surtout que pour la première fois, je félicite d'ailleurs la majorité parlementaire, pour la première fois, on a organisé des primaires dans ces pays. Nous sommes toujours habitués à voir au sein des partis et des regroupements politiques des leaders appelés autorités morales. Lorsque nous arrivons à la veille des élections générales, ils s'autoproclament. Moi, je suis le candidat de notre parti à la présidentielle. Mais le président de la République, Félix Tshisekedi, j'ai aimé sa sagesse. Devant les appétits gloutons, la gourmandise de certains, des uns et des autres, il sait très bien que telle formation politique est arrivée en tête, en commençant par son parti, l'IDPS. Il y a l'Union sacrée, l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe. Vous avez la FDC et Débat Lukwebo. Le chef de l'État est très informé et mieux informé sur la question de la majorité parlementaire. Mais un homme sage, pour ne pas donner l'image qu'il est pour certains ténors de la majorité parlementaire et contre d'autres, il a demandé d'aller aux primaires. Parce que moi, je trouve que telle personne peut animer le bureau de l'Assemblée nationale. Telle personne peut animer la vice-présidence, la première vice-présidence. Mais comme il n'a pas été écouté en démocrate, Félix Tshisekedi lui a demandé d'aller aux primaires. Et nous tous, nous avons vu les primaires ont été organisées par la centrale électorale à CENI. Vital Kamerhe en est sorti victorieux. Il a été même reçu par le chef de l'État, vous l'avez dit. Le chef de l'État a commencé même déjà à l'appeler Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Maintenant, qu'est-ce qui reste encore pour organiser les élections? Il faut maintenant organiser les élections. Qui ne seront pour nous que l'entérinement. Parce que je ne vois pas qui va battre Vital Kamerhe. Fiston Leko, donc Vital Kamerhe sera seul. C'est le seul candidat de l'Union sacrée.
au poste de président. Et d'ailleurs, il faut souligner qu'il y a 7 postes à pourvoir dans ces bureaux. Le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président, le rapporteur adjoint, le questeur et les questeurs adjoints. Ouais. Vital Kamerhe, déjà, il est candidat. On se pose la question, y aura-t-il des candidats indépendants? Il y a même certaines langues qui laissaient entendre que Mbosso pourrait l'être aussi candidat indépendant, mais on va voir. Au poste de premier vice-président, Augustin Kabouya a déclaré qu'il ne sera plus candidat. Mais deuxième vice-président, c'est pas encore. Mais l'opposition n'aura qu'un seul poste. Ben oui, déjà, il faut dire que le bureau de l'Assemblée nationale, c'est une représentation des forces politiques aussi au sein en présence au sein de l'Assemblée nationale. Donc, au sortir des élections de 2023, et après la publication des résultats et la confirmation de la Cour constitutionnelle, on va dire que les partis ou les regroupements politiques de l'opposition n'ont pas pu récolter ne serait-ce que 10% au sein de 10% des députés nationaux pour représenter leurs électeurs au sein de l'Assemblée nationale. Donc moi je crois que ça procède de la logique de la majorité et opposition de la dictature même de la majorité, parce qu'ils sont majoritaires au sein de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on parle de moins de 40 députés de l'Assemblée nationale qui sont de l'opposition. Donc, ça fait que vous êtes à moins de 10%. Donc, logiquement, au sein du bureau définitif, ils auront aussi un poste qui est proportionnel aux forces que vous avez au sein de l'Assemblée nationale. Moi, je trouve que c'est logique. Et le combat, c'est jour des élections où les électeurs congolais sont devant leurs urnes, et quand on vous désigne, vous avez la force au sein de l'Assemblée nationale et vous aurez beaucoup de postes, même les postes importants. Nous avons vu une fois des gens comme Christophe Lutundula occuper ces postes de la vice-présidence au sein de l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'ils avaient quand même à cette époque-là une force qui était un peu avant-gardiste et avec beaucoup de députés nationaux, ce qui a fait qu'ils avaient gagné le poste. C'est Dieudonné Monali, on aura pratiquement la même configuration comme c'était dans la législature passée, avec Christophe Mbosso comme président. C'est la démocratie, c'est la loi de la majorité, et puis les respects et la protection des minorités. Nous sommes seulement heureux de constater que dans ces bureaux définitifs de la Chambre basse du Parlement congolais, il y aura au moins un représentant de l'opposition démocratique, ce qui est bien. Ce sera du parti Ensemble. Mais comme vous voulez, probablement. Vous voulez toujours citer Mbosso. Moi je vais dire, si j'ai des esquisses à lui présenter, si j'ai de la compréhension envers lui, en tant qu'honorable président, peut-être il tire les choses en longueur, il ne voyait pas qu'il y avait urgence, il ne voulait pas s'empresser pour organiser l'élection du bureau définitif. Peut-être parce qu'il n'a pas encore trouvé sa part dans les gâteaux, qui est en partage, comme l'a dit si bien Oleko, mais je pense que c'est quand même un patriarche. Il doit être un modèle pour notre société, un modèle pour les jeunes Turcs, les jeunes politiciens congolais. La République, je pense, lui a tout donné. Il a travaillé presque avec tous les présidents de la République. Nous avons une guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Il a inauguré le stade de Mathia en tant que ministre. Mbosso, moi, je ne pense pas qu'il manque de véhicules, qu'il manque un lopin de thé, une parcelle. Il a tout gagné dans sa vie. Moi, je pense qu'il doit rester pour nous comme un patriarche, une bibliothèque. Nous allons commencer à venir vers lui pour nous ressourcer et non faire ce qu'il est tenté de faire là, tirer les choses en longueur. Non, mais maintenant, la date a été fixée. La date a été déjà fixée. Il a fixé la date parce qu'il y a une dynamique appelée dynamique surveillance qui surveille au moins les activités parlementaires. Cette dynamique a constaté que non, le bureau provisoire est tenté de dormir sur ses lauriers.
ça fait plus de 4 mois que le peuple congolais attend la sortie ou bien l'élection du bureau définitif. Alors, c'est N'oubliez le pas, 18 mai prochain. dès que nous avons le bureau définitif, oui. le Parlement, je voulais dire l'Assemblée nationale, va commencer son travail parlementaire. Et surtout, je termine par dire que c'est l'Assemblée nationale qui investit le gouvernement. Donc, Madame qui Souminois vote, examine son programme d'investiture Oui. et investit le gouvernement. Donc, si le gouvernement tarde à être sorti publié, c'est aussi parce que le bureau définitif n'est pas installé. On ne peut pas mettre la charrue avant le bœuf. Attendons le... Donc, la balle est du cas d'Embosso Oui, et oui. tout son bureau provisoire pour tenir leurs promesses. Ils nous ont dit que le 18, il y aura élection. Nous connaissons déjà celui qui est pressenti comme le président de l'Assemblée nationale. Qu'il facilite les choses et la République leur sera vraiment reconnaissante. C'est dans une semaine, le 18 mai prochain, le vendredi prochain. Oui. Donc il y aura élection. C'est les mêmes jours où il y aura campagne et puis autre audition de discours. Espérons qu'il n'y aura pas un énième report. Non, le peuple congolais l'espère bien. Alors, puisqu'il faut, comme vous l'avez dit, il faut qu'il y ait un gouvernement en place. Jusque-là, on a deux premiers ministres. Bon. Voilà, je pense que les choses iront vraiment très vite. Qui sont payés par les trésors publics, par les contribuables que nous sommes. Ils sont pris en charge par les trésors publics. Il y a un qui avait signé un communiqué il gère les affaires courantes. sur les drames de Mugunga. Et puis il y a un autre qui a décrété la semaine anglaise. Bon, on ne comprend pas. Donc on attend les 18... Il faut le bureau définitif pour qu'on ait un autre gouvernement. On attend les 18. Alors, on va tenter de répondre à une question. Nicolas Kazadi, ange ou démon? Mais avant de trouver la réponse à cette question, je vais vous lire ces textes, un extrait tiré d'un livre. Ceux qui ont lu Mabika Kalanda, l'élite des élites, savent qu'il disait que quand un peuple n'a pas le sentiment d'appartenir à une même communauté d'origine, conscience historique, ni à une même communauté d'un avenir à construire ensemble, conscience nationale, ces peuples se caractérisent par des conflits perpétuels et un verbiage inutile. Dans une telle société, tout le monde connaît tout. Tout le monde parle de tout. Il n'y a pas de hiérarchisation de la pensée sociétale. Au contraire, il y a une indifférenciation de la pensée sociétale où l'on voit de femmes de ménage qui critiquent la stratégie militaire, des élèves qui donnent des leçons tandis que les hommes politiques passent du temps dans le média à pérorer inutilement. Les journalistes s'occupent des sujets mineurs et donnent la parole à des gens sans qualité ni expertise. Des foules s'extasient pour des petites choses et ovationnent des spectacles d'ailleurs. Les ministres financent des enterrements, mais ne parrainent aucune production intellectuelle. Voilà ce qu'on appelle une société déchue, primitive et dévolue à disparaître. C'est la 25e heure au Congo RDC. Pourquoi ces passages? Puisque les dossiers Nicolas Kazadi continuent, les dossiers lampadaires et les dossiers de forage continuent à faire couler de l'eau sous les ponts. Nicolas Kazadi est la cible. Même il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu d'études vraiment approfondies sur les dossiers, mais on est face face vraiment à une polémique qui ne dit pas son nom et à des attaques qui ne dit pas son nom. Dans les dossiers de lampadaires et de forage, plusieurs acteurs sont impliqués. Il n'y a pas que le ministre Kazadi, il y a le ministre d'État François Roubota, il y a l'ancien ministre du développement rural Guy Minkoulou, mais Nicolas Kazadi est la cible. Ange ou démon? Fiston Oleko. Quelle analyse faites-vous sur cette situation? Merci beaucoup, Jojo Moulamba. Vous savez que ça fait pratiquement plus de, on va dire, 2 semaines qu'on parle de ce sujet. Et un sujet qui défraie la chronique, bien évidemment. Vous l'avez dit dans votre mot introductif de cette deuxième thématique. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, nous devrons élever un tout petit peu le débat. Mais aussi, face à de telles situations,
que nous arrivions à nous poser des bonnes questions pour trouver des meilleures réponses. Parce que cette question de surfacturation ou de détournement, comme ça s'est dit dans la presse, mais aussi dans les réseaux sociaux, cache beaucoup de révélations, cache beaucoup de vérités. Et ces vérités-là, certaines sont d'ailleurs, on va dire, cachées à volonté, et d'autres sont cachées, on va dire, surtout dans l'opinion nationale, par l'ignorance. Parce que, on va les dire, on les dira jamais assez, et c'est un dossier, moi je considère que la cible est mal choisie, ou bien on minore les cibles. Voilà, c'est ça même. Parce qu'il y a d'abord les ministres du développement rural, qui d'ailleurs n'est plus en fonction, qui a initié un projet. Les montages financiers a été fait avec ces ministres-là. Et changement de gouvernement, nous avons un autre gouvernement qui aussi a été face à une question, surtout, il faut dire, parce que beaucoup de personnes se posent la question, pourquoi est-ce que le financement a été fait en mode d'urgence? C'est qu'il y avait aussi ces problèmes de Covid-19. Il a fallu qu'on combatte cette question de la maladie qui nécessitait qu'il y ait de l'eau pour que la population s'en serve. Donc, ce que moi je veux dire, c'est que il y a toute une chaîne de dépenses, il y a toute une chaîne dans ces projets qu'il faut considérer. Il y a d'abord le ministre du Développement rural, qui s'avère aujourd'hui être Robota. Il y a la Direction générale des passations des marchés publics, qui, je dis même parce que l'affaire est déjà à la justice, doit aussi être parmi les personnes qui doivent faire l'objet des interrogatoires de la justice, parce qu'on ne peut pas comprendre. Vous êtes là comme une institution chargée de valider des projets, des grands travaux ou bien des marchés publics. Comment vous avez fait pour valider un marché qui, c'est les ministres qui arrivent même à faire baisser les prix des livrables qui devraient être normalement livrés à l'État congolais. Donc c'est aussi, la direction est aussi un maillon dans cette chaîne pour nous expliquer, à éclairer. Comme je l'ai dit au début, c'est un dossier qui cache beaucoup de révélations, et certaines révélations sont cachées à souhait. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Le ministre des Finances n'est pas l'initiateur, parce qu'on va parler du ministre des Finances, parce que c'est à lui qu'on tire dans tous les sens à boulet rouge. Et il est l'homme à battre, et à traîner dans la boue comme un malfrat. Voilà. Et le projet vient du ministère du Développement rural. Marché public, qui a des experts qui s'occupent de la question. Ils ont validé et ils ont émis l'avis des non-objections. Et les ministres, il est même allé au-delà de ses prérogatives à réduire les coûts des livrables. Et c'est à ces ministres-là seuls qu'on tire à boulet rouge. Moi, j'ai dit qu'il y a un problème d'examen de la situation. Il faut que nous, considérons, nous journalistes aussi, parce que nous sommes aussi des acteurs importants de la société. Il ne faut pas simplement relayer. Il ne faut pas simplement relayer. Quand vous avez un dossier, il faut se poser des questions. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que c'est lui vraiment la victime, ou bien c'est lui vraiment le bourreau dans cette affaire? Parce que moi, je pense que la justice doit vraiment éclairer la lanterne de tout le monde, parce que la question est vraiment au niveau où la réputation d'une seule personne est tellement bafouée que, alors qu'il n'est pas seul. Nous devons aussi entendre la direction des passations des marchés publics. On l'a vu avec le dossier 100 jours. Cette direction était venue, avait envoyé son représentant comme renseignant, et on a donné des éléments qui a éclairé la justice. Donc cette fois-ci aussi, considérant la jurisprudence, il est aussi important que la direction générale des passations des marchés publics nous explique, et les ministres de développement rural. Parce que ce qui est ahurissant, c'est qu'on ne peut pas comprendre pourquoi on n'attaque qu'une seule personne. Mais puisqu'il faut entendre aussi les autres acteurs, mais Guy de Lebonelli, est-ce qu'on peut considérer que le ministre Nicolas Kazadi s'est fourvoyé à vouloir se défendre? Il s'est vanté d'avoir obtenu une réduction de coûts unitaires des 10 forages qui sont en réalité des unités de traitement et de distribution d'eau.
Moi, il ne sait pas fourvoyer. Il ne sait pas fourvoyer. Moi, je pense qu'il est victime de son combat acharné contre les malversations financières, les surfacturations, la mafia autour des surfacturations auprès d'un client qu'on appelle État, un partenaire qu'on appelle État. Il ne faut pas l'oublier, même si nous avons des multinationales qui ont des activités en République démocratique du Congo, nous avons des entreprises publiques. L'État congolais reste les plus grands employeurs, avec plus d'1 million d'agents fonctionnaires de l'État, y compris les personnels militaires et policiers. Il ne faut pas oublier aussi que c'est l'État qui est le plus grand agent économique. Donc, quand l'État a des marchés, des fournitures, des biens et services, et les marchés qui consistent à construire des infrastructures, c'est la ruée vers l'État. Et comme l'État paye bien, même s'il paye à retard, vaut mieux être payé pour un marché qui nécessite par exemple 1 million de dollars, vaut mieux être payé dans 2 ans, 3 ans, 6 millions de dollars avec la surfacturation qu'être payé aujourd'hui 1 million de dollars. Ça, les mafieux l'ont compris et ces vieilles habitudes, cet art ne date pas d'aujourd'hui, ne date pas à partir de l'avènement du pouvoir de Félix Tshisekedi, ni de l'avènement de Nicolas Kazadi au ministère des Finances. Cet art, ces antivaleurs existent toujours en République démocratique. On peut même reculer vers la République d'Isaïe. Maintenant, lui, il est venu combattre ça. Mais moi, je me demande, quand vous dites que les recettes publiques ont augmenté, et aujourd'hui, nous avons un budget qui avoisine ou qui dépasse les 15 milliards de dollars. Où est-ce qu'on a trouvé de l'argent? Ce n'est pas aussi dans la lutte contre les trous. Et ils ont appelé ça là où les fonds, les deniers publics sortaient comme un tonneau d'Anaïde qui ne faisait que couler de l'argent de l'État avec des marchés de surfacturation. Je pense que votre titre est bien trouvé, Ange ou démon. Bon, moi, Ange ou démon, bon, ça me rappelle une série télévisée réalisée par une série télévisée espagnole, de 22 épisodes, chaque de 90 minutes, créée par Daniel Sebrian et Joachim Goriz. Moi, j'ai suivi ça pour la dernière fois. C'était en 2014, 2 ou 3 épisodes. Bon, répondre à la question ange ou démon, c'est difficile à ce stade. Ce que je sais est que tout le monde bénéficie de la présomption d'innocence, bien que dans l'imaginaire collectif, certains voient déjà Nicolas Kazadi un condamné. On le voit déjà au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, ex-prison de Makala. Certains le voient déjà en prison, bien qu'il est en train de circuler. Mais il est encore un homme libre. Il faut en apporter des preuves que c'est lui qui a détourné cet argent. C'est celui qui est à la base de cette facturation. Et surtout que dans notre pays, nous avons ce qu'on appelle la chaîne de la dépense. Et ce n'est pas une demande qui est venue de son ministère des Finances. C'est une demande de financement, un projet qui est venu d'un autre ministère du Développement rural. Pourquoi? Nous semblons l'ignorer. Dans notre métier, nous avons appris que les faits sont sacrés, les commentaires libres. Oui. Ce n'est pas le fait de parler comme un perroquet, de crier, d'amener des paperasses sur un plateau de télévision, que vous avez raison, que vous avez descendu quelqu'un, faire, qu'est-ce que je peux dire? Faire le Kazadi bashing, hein? Comparativement au Congo bashing. Donc on fait le Nicolas Kazadi bashing. C'est-à-dire, Moutoyo, il faut pas pendre vraiment, il faut pas bomailler, il faut pas kangailler. S'il faut même les fusiller, qu'on les fusille. C'est ce que les gens veulent. Donc, vous l'avez dit, nous sommes dans un pays avec la gnossologie. Tout le monde est devenu gnossologue. Tout le monde sait tout. Vous avez cité et parlé indirectement de ces mots. Vous allez voir un cuisinier parler des finances publiques. Vous allez voir un jardinier
Parler du centre financier de Kinshasa. Oh non, c'est mal construit. Pourquoi on a érigé ça à Gombe? On doit ériger ça dans les communes Angaba, Selembao, Limete. Mais il oublie que dans sa tête, nous avons des communes marécageuses. Et ces centres financiers-là, ces immeubles qu'on est en train d'ériger à Gombe, moi je ne suis pas architecte, mais je le sais au moins, on doit avoir le minimum de connaissances dans certaines choses avant de critiquer. Tout le monde sait que si on érige cet immeuble-là en Gaba, rien qu'on creuse pour 3 mètres, 4 mètres, on a déjà l'eau qui va jaillir. Voilà. Je reviens maintenant sur les sujets. Non, on doit passer. Donne-moi une minute. Je reviens sur les sujets. Pourquoi on a financé ces projets? Les gens disent non, est-ce qu'il y avait urgence? On condamne Nicolas Kazadi pour avoir signé, ordonnancé les sorties d'infos, les paiements par la Banque centrale pour financer ces projets. Nous semblons oublier que la République démocratique du Congo ne vit pas en vase clos. Nous faisons partie de la communauté internationale. Il y a une certaine période, on a parlé de la pandémie de Covid-19 qui a touché toute l'humanité. L'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF et les autres organismes des Nations Unies avaient recommandé aux États qu'il faut fournir des efforts. Je ne sais pas quels moyens vous allez faire, mais disponibiliser les moyens, fournissez les efforts pour que tout le monde puisse avoir accès à l'eau potable. Vous avez oublié un secret. Tous les médecins disaient, quand vous avez la Covid, l'un des remèdes, l'une des recommandations préconisées, c'était de demander aux patients, il faut boire beaucoup d'eau. Mais nous vivons dans des communes, certaines communes, voulais-je dire, quartiers, territoires, qui sont dépourvus en eau potable. Voilà l'origine de ces projets-là. En ce qui concerne les lampadaires, je termine. Mais quand le ministre Nicolas Kazadi dit que non, j'ai subi des pressions, les gens se disent, bon, comment il peut dire qu'un gouverneur lui a mis la pression? Oui, il avait raison. Mais le gouverneur a dit, je souligne en passant que l'hôtel de ville de Kinshasa a 5 contrats avec des entreprises fournisseuses, comme des fournisseurs de lampadaires. Il n'y a pas seulement Solectra, il y a Proton. Moi, j'ai fait une enquête, j'ai la liste de toutes ces sociétés. Et l'entreprise de Samba Bachil semble être la meilleure, qui nous a fourni le meilleur lampadaire qui éclaire bien. Pour les autres, on parle même des lucioles. D'accord, j'ai reviens sur le sujet. Le gouverneur avait donné les raisons. Il y avait les Koulouna, lutter contre les ça, on avait déjà suivi. Voilà. Ça, on l'avait déjà suivi. Il y avait la francophonie, on ne pouvait pas recevoir les convives dans les ça, Noirs. on l'avait déjà suivi. Il fallait lutter contre l'insécurité. On avait déjà suivi. Il y avait urgence. Oui, il y avait urgence. Bon, Nicolas Kazadi n'est pas ni un ange, ni un démon. On ne les blanchit pas, mais jusqu'à l'heure où nous parlons, il bénéficie de la présomption d'innocence. Oui, Dieu donné bonne alice. Nous demandons comme lui-même d'élargir ces dossiers à tous les services publics de l'État. Si on risque de condamner un innocent, on pense que sa signature est passée dans tous les ministères, dans tous les services, y compris au gouvernorat. Personne n'est ni ange ni démon. Même pas Nicolas Kazadi. Donc c'est aux analystes de pouvoir approfondir, d'investiguer davantage pour connaître la vérité sur ces dossiers, sur ces tirs croisés. 3 ans de l'état de siège, c'est dit, mais que la mesure décrétée par le président de la République pour mettre en place l'état de siège dans 2 provinces du pays, notamment à savoir la province de l'Ituri et la province du Nord Kivu. Aujourd'hui, ces 2 provinces commémorent cette mesure. Fiston Leko, quel sentiment avez-vous en analysant ou en observant ce qui se passe actuellement en Ituri et au Nord Kivu? Merci beaucoup, Jojo Moulamba. C'est un sentiment, on va dire, mitigé, parce que faut vous rappeler que nous sommes en 2021, lorsque l'état de siège est décrété, et à l'Est, ça n'allait pas. Et quand on voit 2021 à 2024, on ne va pas dire qu'on a cessé de compter les morts. On continue à compter les morts.
aussi bien en Ituri qu'au Nord Kivu. L'insécurité continue à battre le plein et nous continuons. Les familles dans les deux provinces concernées sont toujours sous les deuils de manière récurrente. Et il faut dire que cette vague s'annonce aussi récemment. J'ai lisé dans la presse que même le Sud Kivu est menacé, notamment par le M23. Donc il faut dire que la question de l'état des sièges a apporté des réponses à son niveau. Mais je crois qu'il faut qu'on rectifie les tirs. Moi, j'ai toujours été parmi ceux-là qui pensent qu'il faudrait peut-être, si pas revenir à la gestion civile ou requalifier justement cet état de siège, la manière dont on l'applique, parce que ça n'a pas apporté toutes les réponses selon... Les situations ne sont pas les mêmes, hein, Nord Kivu et Ituri. Mais la solution, c'est la même. Les M23 n'est pas dans l'Ituri. La solution, c'est la même, c'est la paix. Mais les ZDF sont en Ituri, sont aussi au Nord Kivu. Les ZDF ont été aussi étouffés par l'armée régulière, c'est vrai. Elle opère, mais c'est aussi de manière isolée. Elle vient dans des territoires, dans des villages, et puis elle retourne dans C'est justement, c'est pour ça qu'on avait instauré l'état de siège. C'est justement parce que pour renforcer la présence militaire dans les coins et recoins des deux provinces, pour essayer un peu de focaliser les efforts de l'armée dans ces deux provinces, afin d'instaurer ou d'imposer la paix. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se regarder face à face et se dire que dans l'Ituri et dans le Nord Kivu, il y a la paix? Ça, c'est une question que les téléspectateurs peut-être vont répondre. Mais ce qu'il faut dire, moi je ne jette pas l'anathème totalement à cette mesure prise par le chef de l'État et qui aujourd'hui totalise 3 ans déjà. J'ai dit que ça n'a pas apporté des solutions à la hauteur des attentes. À la hauteur des attentes. Mais on peut suivre le lieutenant-général Johnny Luboya, gouverneur militaire de la province de l'Ituri, qui a fait une déclaration, c'est vendredi. Un bon gestionnaire, le gouverneur militaire de l'Ituri s'est exprimé devant la presse ce vendredi du main courant. Question de passer en revue la réalisation de l'état de siège. 3 ans d'Iran pour le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni. L'option non militaire a permis de recréer la confiance entre le gouvernant et le gouverné. 3 ans, les gens oublient. Même moi aussi, des fois, j'oublie. Nous avons oublié tout ce qui se passait sur la RN27, si vous partez d'ici jusqu'à Komanda. D'ailleurs, les gens ne voyageaient même pas. Parce que la première fois que je suis parti, il n'y avait personne. Nous avons oublié que de Komanda à Luna, il y avait tous les jours des incendies de véhicules. Pas un véhicule. Des véhicules et des véhicules, des tracks, des bus et tout. Tous les jours que Dieu a créé. Nous avons oublié aussi que la Tchabi à Boga. Nous avons oublié aussi qu'à Fataki, tous les jours, il y avait des incursions. Nous avons oublié qu'à Libye, c'était des combats. Nous avons oublié qu'entre Ngote et Djalasiga, il n'y avait personne, il n'y avait pas de population. Je suis arrivé à Katanga, j'ai trouvé seulement le chef coutumier. Nous avons aussi oublié qu'on ne pouvait pas arriver ici à côté à Mongoual. Nous avons oublié tout ça. Oui, c'est bien d'oublier. Parce que ça, ce sont des malheurs, ce sont des mauvaises choses qui nous arrivent. Sur le plan de développement, plusieurs kilomètres de routes ont été asphaltés à Bunia, a affirmé l'autorité provinciale. Nous avons organisé les routes. Aujourd'hui, si vous voulez arriver à Komanda, vous n'allez plus faire des heures. Et on peut quitter Aru le matin et faire 8 heures pour arriver jusqu'à Bunia. Pour l'air, beaucoup de choses restent à faire pour atteindre la mission assignée à l'état de siège par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'imposer la paix. C'est l'ensemble de l'Ituri. La réconciliation et le pardon sincère entre communautés demeurent l'une des vertus du retour définitif de la stabilisation de cette partie du pays, a insisté l'autorité provinciale et commandant des opérations. Vous voulez placer encore un mot, fiston Léko? Oui, justement, comme je le disais. Il y a des avancées, ça a été même, mais bien qu'il reste encore à faire. Justement, il reste à faire, il y a des avancées. Mais ici, il faut dire aussi que cette question de l'Est, c'est aussi nous-mêmes les Congolais. Vous savez, une fois de plus, on a salué ce que Pépé Mbos avait dit, Joe Biden, que quitter les groupes armés
Les députés. Oui, tout ce que nous voyons, même avec le M23 aujourd'hui, on est en train de condamner le Rwanda. Bien évidemment, le Rwanda est Il n'y a pas seulement les députés, il y a certains chefs coutumiers, chefs de secteurs, justement, qui manipulent la jeunesse, qui manipulent les gens qui sont, les populations qui sont désœuvrées et leur proposent des sommes qui ne sont pas aussi colossales que ça, mais quand même parce que la personne est dans les besoins. Donc c'est ça, les Congolais, nous devons aussi à un moment donné, je ne sais pas comment ça va se passer, mais un dialogue franc doit être instauré pour que tout ceci n'ait pas lieu. Parce qu'on peut condamner tout ce qu'on peut condamner. Et on a vu ici que l'état de siège, comme je l'ai dit, n'a pas apporté toutes les réponses. Mais il faut que ces dialogues-là soient permanents avec les localités, les communautés locales, pour que nous n'assistions plus à tout ça. Mais il ne faut pas oublier, il y a aussi une donne. Personne ne peut nous sécuriser comme nous-mêmes, on peut le faire. Donc là, je parle de la montée en puissance de notre armée qui est très nécessaire. Ça, on ne peut pas l'oublier. On peut tout faire, la diplomatie, la justice internationale et tout, mais nous devons toujours penser à faire monter en puissance notre armée pour mettre un fin définitif à cette insécurité. Dieudonné Bonali, 3 ans de l'état de siège, il faut réqualifier, il y a eu des avancées, beaucoup reste encore à faire. Moi, je ne parle pas de la réqualification, tout a été dit par Fiston Leko. Je pense qu'il faut élargir l'administration militaire jusqu'au niveau des communes, chefs des quartiers. On ne doit pas seulement avoir un gouverneur militaire, mais ce gouverneur doit être assisté aussi dans sa tâche titanesque que Kinshasa lui a confiée par les administrateurs des territoires, les bourgmestres des communes urbaines, des communes rurales, les chefs de quartier, les chefs de secteur. Si on met des militaires là-bas, on met des colonels. Les territoires sont déjà des militaires. Si on met des colonels, administrateurs des territoires, un militaire, moi, je pense beaucoup de choses vont encore changer. Mais nous continuons. Mais il y a aussi un problème dans ces provinces-là. Il y a des autorités militaires au niveau des territoires, mais la population demande beaucoup plus les renforcements de l'effectif militaire. Justement. Parce que vous pouvez vous retrouver dans des localités où il n'y a pas de militaires. L'absence totale de l'État. On ne gagne pas seulement la guerre avec les renforcements de la présence militaire. Ce que demande la population là, c'est l'omniprésence des militaires autour d'eux. C'est-à-dire, vous tournez les dos comme ça, vous voyez un militaire, vous avancez des toits, ça rassure, mais nous, la population, nous devons aussi coopérer. Nous devons aider notre armée en dénonçant les personnes suspectes, en dénonçant des personnes qui mènent des activités anti-patrie. Nous saluons le travail qui a été fait par le général Johnny Luboya en Ituri. Nous lui demandons de continuer sur cette lancée et surtout au gouvernement central de lui donner beaucoup de moyens, même s'il y a encore quelques morts par-ci, par-là, en Ituri, même au Nord Kivu. Mais ce n'est pas à comparer avec le nombre qu'on avait il y a 6 mois, il y a 1 année, il y a 3 ans, avant l'avènement de l'état de siège. C'est ce que je souhaite. Et surtout, il faut toujours continuer avec cette politique, cette stratégie de contenir l'ennemi, de ne pas lui donner l'occasion d'avancer. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas une province entière qui est entre les mains d'une rébellion. Même Goma a tenu pendant 5 ans. C'est pour vous dire que nous avons des vaillants soldats, des soldats patriotes, bien formés, avec la montée en puissance de notre armée. Je pense que 2025 sera différente de 2024, 2026 aussi, de 2025. La paix va revenir petit à petit. Ce n'est pas un coup de baguette magique qu'on décrète la paix. Hein. Non, c'est tout un processus. Fiston Leko, Dieudonné Bonali, merci beaucoup pour vos analyses,
vos réflexions autour de ces 3 différents sujets que nous avons abordés dans cette émission Géopresse. On s'est intéressé sur la question de l'élection du bureau, de l'élection et de l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, de l'affaire lampadaire et forage, Nicolas Kazadi en joue des mots. Et puis là, c'est à la justice de répondre. Nous disons, il bénéficie de la présomption d'innocence. Sur base des éléments que nous disposons en tant que journaliste d'investigation, et il n'est pas la seule personne à inviter à la justice dans cette affaire. Enfin, il faut élargir la liste. On a parlé aussi du 3 ans de l'état de siège dans le province de l'Ituri et du Nord Kivu. Merci à l'équipe technique, Giscard Ntamba, John Mukendi, Eddie Diakanoa, Stani Samba. À vous aussi, fidèles téléspectateurs, merci. Continuez à nous suivre depuis Kinshasa, Congo, la ville de Brazzaville, la ville sœur de Kinshasa. Merci de nous suivre. Et nous allons vous retrouver très prochainement avec le même plaisir et d'autres sujets intéressants.